Bonjour, du coup je suis Lucille Lesage, je suis une des pédiatres en pédiatrie générale et maladies infectieuses. Et du coup je vais parler du cas particulier des fièvres de moins de 3 mois parce que pour nous c'est un enjeu particulier et c'est une prise en charge assez particulière. Bon, évidemment j'ai pas de conflit d'intérêt mais je vais pas parler de trucs qui engagent beaucoup mes conflits d'intérêt de toute façon. Pour ça, on se base beaucoup en pédiatrie sur les recommandations du groupe de pathologies infectieuses pédiatriques qu'on fait une mise au point en 2024 avec du coup un guide et notamment un guide spécifique pour les infections bactériennes néonatales. Donc c'est un peu ça que je vais détailler. Les nourrissons de moins de 3 mois, c'est un contexte particulier parce qu'on est dans une situation où on a une immaturité immunitaire avec un équilibre qui se fait entre l'immunité innée et adaptative, cellulaire et humorale. Et puis du coup, du fait de cette immaturité, on sait qu'il y a une incidence d'infection et notamment d'infection bactérienne qui est plus élevée dans cette période néonatale. On distingue deux groupes, les précoces qui ont lieu plutôt dans les 7 premiers jours, voire plutôt 48-72 heures, des tardives entre 7 jours et 90 jours de vie. Les germes les plus incriminés dans les infections néonatales bactériennes, c'est l'Escherichia coli, qui va être très présent, qui va donner des tableaux d'infections urinaires hautes, pyélonéphrite chez les enfants dans les infections néonatales bactériennes tardives, avec des fièvres qui sont souvent mal tolérées. Et puis, on sait que chez les prématurés aussi, il y a un surrisque de faire des infections à Escherichia coli, avec des méningites notamment, qui sont très très délétères pour le cerveau, avec des lésions qui peuvent laisser des séquelles. Le Streptococcus agalactiae, c'est un peu notre bête noire puisque c'est un germe qui va facilement donner des tableaux de méningite. Donc c'est celui qu'on va rechercher et traiter en première intention. Et puis la listeria qui est quand même moins fréquente maintenant mais qui donne des tableaux foudroyants avec des hauts taux de mortalité en période néonatale. Il y a plusieurs mécanismes de transmission qui sont évoqués. Il y a la transmission verticale, donc soit par voie hématogène via le placenta, soit les transmissions par la filière génitale au moment de la naissance ou dans la période qui précède la naissance, en sachant qu'il y a un risque qui peut exister même si les membranes sont intactes. Et donc pour ça, il y a des choses qui ont été mises en place pour essayer de diminuer ces risques de transmission. Et puis après, il y a toute la période néonatale avec les contacts physiques, le contact de la mère, le contact de l'entourage, de la fratrie et puis l'allaitement qui peuvent être des modes de contamination horizontale. Il y a quand même une mortalité qui est élevée pour les infections précoces. Alors là, c'est le poids mondial, donc forcément dans les pays émergents, il y a un taux de mortalité qui est plus élevé, mais on monte de 11 à 19% de mortalité. Et puis pour les bactériennes tardives, on distingue quand même deux groupes, les communautaires qui vont du coup être principalement dus à Escherichia coli et à Streptococcus agalactiae, des nosocomiales qui touchent quand même 20% des prématurés, avec une mortalité dans cette population qui est entre 18 et 36%, donc très élevée. Ça a des infections sur voie centrale ou lors de translocations digestives en cas d'entérocolite ucéo-nécrosante. Je vais parler rapidement des infections virales et notamment de l'herpès, qui est un tableau un peu particulier en période néonatale. Donc le contexte immunitaire, comme je l'ai dit, il y a un paradoxe immunologique. Pendant la grossesse, la maman doit tolérer l'enfant doit tolérer sa mère. Il y a du passage transplacentaire d'anticorps. Et donc à la naissance, en fait, il va falloir trouver un équilibre entre ce système tolérant et un système défensif, parce qu'il y a la mise en place du microbiote, avec une colonisation bactérienne de la peau et des muqueuses. Il ne faut pas que l'enfant se défende contre les germes, parce que sinon il risque d'empêcher la mise en place de ce microbiote. Et donc du coup, il va avoir une réponse cytokinique pro-inflammatoire et une défense contre les pathogènes qui va diminuer, notamment avec une faible réponse TH1 qui va entraîner une susceptibilité aux germes intracellulaires et une faible expression TLR4 et MyD88 qui va faire qu'on va avoir une moins forte stimulation des cytokines pro-inflammatoires et du chimiotaxisme. Donc avec une susceptibilité au BGN. Donc tout ça, c'est un peu un équilibre qui se met tranquillement en place, mais qui nécessite de prendre en charge ces enfants de manière un petit peu agressive. Pour autant, on sait que l'antibiothérapie précoce, elle a un impact. C'est pas à vous que je vais apprendre l'impact que ça peut avoir sur l'établissement du microbiote. Il y a des tas d'articles, je ne peux même pas tous vous les citer, sur l'antibiothérapie chez la mère, son impact sur le microbiote de l'enfant, l'antibiothérapie chez l'enfant, l'impact sur le développement du microbiote, qu'est-ce que ça va impliquer en termes de prédisposition à des pathologies allergiques, à l'obésité, à des pathologies infectieuses. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête quand on prend en charge un nouveau-né ou un nourrisson de moins de 3 mois. Et puis en même temps, on sait qu'il y a aussi une évolution des profils de résistance,
avec décrit très bien chez des enfants qui ont en période néonatale des antibiotiques, ils ont un surrisque d'avoir des infections secondairement à des germes résistants et notamment à des Escherichia coli BLSE. Donc comment faire pour prendre en compte la fragilité des enfants mais en même temps pas trop les impacter, c'est là toute la question. On voit quand même qu'il y a une baisse des incidences des infections néonatales précoces depuis qu'on s'est mis à dépister le portage vaginal des mères à strepto B. Donc c'est la courbe qui est en bleu. Depuis les recommandations SENGOV, on voit qu'il y a une très forte diminution et qui a été confirmée avec les recommandations de l'ANAES. Et par contre, la courbe rose, c'est les infections tardives. Il n'y a pas du tout d'impact de traitement et de la prise en charge des infections, des portages gynécologiques du strepto B. Il y a même une tendance à l'augmentation. Donc pour les infections précoces, c'est maintenant quelque chose qui est un petit peu plus rare grâce à cette mise en place. C'est un nouveau-né par an dans une maternité de 4000 naissances. Donc ça veut dire un peu moins d'un par an à Saint-Joseph, par exemple. Donc ça a donné lieu à des recommandations qui sont très bien faites. Septembre 2017, de la SFP et de la Société française de néonatologie qu'on a appliqué à notre réseau. Donc toutes les maternités ont ces protocoles. Ça permet de diminuer fortement l'incidence des infections néonatales bactériennes précoces. Et le problème chez ces nouveau-nés, c'est qu'on a aussi des difficultés à poser le diagnostic de l'infection parce qu'on a très peu de marqueurs biologiques. La PCT est un marqueur qui n'est pas fiable en période néonatale puisque en fait elle augmente après la naissance. Donc on s'en sert surtout pour la cinétique et plus comme aide au diagnostic. Et donc dans les maternités, on utilise beaucoup des critères cliniques et on surveille les enfants de manière rapprochée pendant 48 heures. Le GPIP en 2024, ce qu'il nous dit, c'est que dès qu'on suspecte une infection néonatale bactérienne précoce sur des critères cliniques principalement, il faut qu'on garde un spectre qui couvre le strepto B et les Escherichia coli. Du coup, il faut associer 2 antibiotiques, mais éviter les C3G et les PNM, parce que du coup, ça va avoir un impact très fort sur le microbiote, et qu'on est quand même dans une situation où on a des enfants qui sont encore assez vierges d'antibiothérapie et puis d'un environnement infectieux autour d'eux, donc normalement pas trop à risque d'infection. Du coup, on les traite, s'ils n'ont pas de signe de gravité, par amoxicilline, amikacine. Comme ça, on couvre bien les Escherichia coli avec l'amikacine. L'amoxicilline permet de couvrir le strepto B. Et on s'adapte, évidemment, secondairement au prélèvement. Pour les prématurés qui ont des risques majorés d'infection à Escherichia coli grave, et puis pour tous ceux qui ont des signes cliniques de gravité, pour le coup, on va mettre d'emblée une céphalosporine de 3e génération. Et en cas de suspicion de listériose, à ce moment-là, il faudra ajouter l'amoxicilline puisqu'elle est naturellement résistante aux céphalosporines et on pourra changer l'aminoside en mettant plutôt de la gentamicine dans ces cas-là. Donc la différence par rapport à ce qu'on m'avait appris dans mes plus jeunes années, c'est que maintenant, on essaye d'emblée de mettre plutôt l'amoxicilline et que quand on a une gravité ou un prématuré, on met une céphalosporine pour essayer de préserver au maximum le microbiote de notre nourrisson. Pour les infections tardives, c'est un petit peu différent parce que oui, il faut garder une couverture sur le strepto B qui donne des méningites. Et d'ailleurs, il y en a plus chez les enfants en tardif qu'en précoce, puisqu'on a vu que le dépistage du strepto B et le traitement de la mère avaient permis de réduire l'incidence chez les enfants en période précoce. Mais en même temps, la première cause d'infection fébrile bactérienne mal tolérée, ce sont les infections urinaires hautes et Escherichia coli, avec quand même, pour le coup, des profils de résistance qui sont un peu plus importants. Donc dans ces cas-là, on met d'emblée une céphalosporine de 3e génération avec un aminoside. C'est très différent en néonatologie où en fait on va se baser sur l'épidémiologie des infections en néonatologie, donc avec une prédominance 50% d'infections à staphylocoque coagulase négative. Et si on a un tableau clinique évocateur, il va falloir cibler les germes anaérobies en cas d'entérocolite ulcéronécrosante. Et on sait également que chez les prématurés, il faut absolument couvrir les Escherichia coli. Donc en gros, si on a une voie centrale, pas de tableau digestif, pas de signe de gravité, on cible les staphylocoques coagulase négatives. Si on a des signes de gravité, on cible les Escherichia coli qui donnent des infections graves. Et si on a des signes en faveur d'une entérocolite ulcéronécrosante, on rajoute un anti-anaérobie, soit en faisant céfotaxime, amyclin, métronidazole, soit en mettant de la tazocilline. Et la vancomycine, c'est à la discrétion du clinicien en fonction des facteurs de risque. Alors, ce qui change, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'amoxicilline chez les enfants qui ont des infections tardives. Quand j'étais plus jeune, on me disait systématiquement qu'on mettait l'amoxicilline pour couvrir éventuellement la listériose.
En fait, en 2017, la HAS avait déjà dit que c'était plus que sur des critères cliniques qu'on le mettait en place. Le GPIP en 2024 a dit on ne le met même plus d'emblée dans les infections tardives, on n'en parle pas. Et en fait, effectivement, la listériose en France, même s'il y a une augmentation globale ces dernières années, alors j'ai que les chiffres de 2019, les infections de forme materno-néonatale, elles sont stables entre 30 et 50 cas. Et en fait, il y a quand même des tableaux cliniques qui sont très évocateurs. Donc avec un contexte maternel, souvent donc une amniotite avec une couleur du liquide amniotique qui est assez caractéristique. Le granulomatosis infantisepticum, mais surtout c'est des enfants qui en précoce font des tableaux vraiment foudroyants dans les 48 premières heures, et quand c'est des formes plus tardives, ont facilement des signes neuroméningés associés avec atteinte du rhombencéphale. Donc nous, aux urgences, ce qu'on fait, c'est qu'on se guide, on utilise, grâce au fait qu'on a très rapidement les résultats de l'examen direct du LCR et des PCR, on se guide vraiment à la clinique et aux premiers résultats pour pouvoir mettre en place l'amoxicilline. Mais on ne la met plus d'emblée. Pour ce qui est de la cyclovir, c'est pareil. C'est maintenant plus que sur des critères cliniques et un contexte évocateur, ainsi que des critères biologiques qu'on va mettre en place la cyclovir d'emblée, puisqu'en plus c'est un traitement qui est extrêmement toxique sur le plan cutané et que c'est des nouveau-nés qui sont souvent durs à perfuser avec très souvent des diffusions de produits sur les VVP. Donc en fait, la cyclovir est assez délétère et on a des enfants qui ont été greffés sur des diffusions, donc on fait très attention et on le prescrit quand on a des arguments. Un autre dogme qui a un peu évolué, c'est que pendant longtemps on disait quand on a une bactériémie ou une infection urinaire à Escherichia coli, il faut forcément faire une PL puisqu'il y a un risque de translocation du germe au niveau méningé du fait de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique chez les nouveau-nés. Et puis, du coup, les Américains qui ont un groupe d'études observationnelles qui s'appelle le PECARN, le Pediatric Emergency Care Applied Research Network, a fait une étude prospective entre 2011 et 2019. Et sur 1090 enfants qui avaient de la fièvre avec une infection urinaire, une BU positive, ils ont montré que oui, il y avait un risque de bactériémie plus élevé, mais que par contre, il n'y avait pas de surrisque de méningite. Et si on va un peu dans le détail, on voit pour les bactériémies, effectivement, que chez ceux qui ont des infections urinaires, on passe de 5,8% par rapport à 1,1%, donc il y a une franche augmentation. Par contre, pour les méningites, on est entre 0,2, voire 0 et 1%, en sachant qu'en fait, dans le texte, les enfants qui avaient des méningites à strepto B, et qu'ils avaient des infections urinaires à Escherichia coli, et que probablement que l'infection urinaire était peut-être juste une contamination du prélèvement qui sont difficiles chez les petits et que la vraie cause de la fièvre était la méningite à strepto B. En tout cas, ce n'était pas une translocation de l'Escherichia coli. Donc maintenant, il n'y a plus de raison de faire de ponction lombaire systématique et de rechercher systématiquement cette infection méningée. Et c'est ce qui va guider un peu nos nouveaux modes de prise en charge. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu compliqué de se baser sur des critères biologiques. Pour autant, l'American Academy of Pediatrics a mis en place des critères qui pouvaient nous guider vers une infection bactérienne. Donc une température élevée, un aspect toxique, des critères biologiques, donc notamment une PCT supérieure à 0,5. Et dans la période vraiment néonatale, prendre en compte surtout la cinétique, ou alors une élévation de la CRP et des PNN. Et puis, ils ont aussi vu qu'en fonction des âges, on avait un risque d'infection bactérienne qui diminuait petit à petit. Donc le PECARN, il nous montre qu'en fait, entre 8 et 21 jours, on est à environ 4% d'infection bactérienne, alors qu'entre 29 et 56 jours, on est à moins de 1%. Donc on diminue par 4 notre risque. Et ça, c'était confirmé par d'autres groupes de recherche qui ont montré qu'en fait, au-delà de 21 jours ou de 25 jours selon les études, on pouvait d'emblée classer les enfants comme faiblement à risque d'infection bactérienne, ce qui a permis en fait une équipe nantaise du professeur Graleguen de mettre en place des algorithmes pour nous aider. Chez les enfants de moins d'un mois, on va d'emblée estimer qu'ils ont un risque important. S'ils ont des signes toxiques, ils sont directement au risque, ce qui implique une antibiothérapie probabiliste et on s'adapte secondairement au prélèvement. S'ils ont une infection urinaire, ils sont aussi à haut risque. S'ils ont une PCT élevée, ils sont à haut risque. Sinon, ils sont à risque intermédiaire et ça va être la cinétique de la PCT qui va nous aider. Et entre 1 et 3 mois, en fait, ça va être vraiment s'il y a des critères biologiques, donc une leucocyturie ou une PCT élevée,
qu'on va classer les enfants au risque. Sinon, on va se baser sur la cinétique de la PCT pour pouvoir mettre en place une antibiothérapie probabiliste. Alors, c'est un algorithme qui a été proposé, qu'on a essayé d'appliquer, nous, dans notre prise en charge aux urgences, qui est un peu illisible comme ça, mais globalement, ce que ça montre, c'est qu'on ne met plus d'antibiothérapie systématique. Si on a un enfant qui n'a pas d'apparence toxique et qui n'a pas d'infection urinaire haute, à ce moment-là, on va se baser sur la PCT et sur une surveillance clinique pour pouvoir mettre une antibiothérapie. Mais avant, on attendait d'avoir des hémocultures qui ne poussaient pas au bout de 48 heures pour se permettre d'arrêter l'antibiothérapie. Maintenant, vu qu'on sait tout l'impact que ça a sur le microbiote de l'enfant, et puis on sait que ça prolonge inutilement les hospitalisations, on essaie en amont de ne pas mettre en place d'antibiothérapie pour avoir moins de mal à arrêter ce qu'on n'a pas mis en place. Une petite particularité qui est importante pour le laboratoire, c'est que pour les enfants de moins de 1 mois, la bandelette urinaire, elle a une mauvaise sensibilité. Les urines passent très peu de temps dans la vessie, les bébés font énormément pipi, donc en fait il y a probablement moins de leucocytes qui ont le temps d'être sécrétés. En plus de ça, ils ont des infections urinaires à des germes qui ne sont pas forcément producteurs de nitrites, donc notamment les Streptococcus agalactiae, on l'a vu. Et puis les bébés allaités peuvent avoir dans le lait maternel des bactéries qui inhibe la nitrate réductase et donc empêche la positivation des nitrites sur la BU. Donc chez ces enfants-là, on envoie des ECBU de manière systématique, ce qui fait que pour cette prise en charge avec ces algorithmes, le fait d'avoir un examen direct très rapide pour pouvoir avoir le compte des leucocytes et la visualisation d'un germe ou de plusieurs germes à l'ECBU, c'est extrêmement important pour nous, parce que en fait, dans l'heure ou les 2 heures, ça va nous permettre de décider si on met en place une antibiothérapie ou pas. Et donc c'est là que c'est vraiment important qu'on travaille avec le laboratoire, une rapidité des résultats pour pouvoir adapter nos prélèvements, adapter également notre antibiothérapie. C'est la même chose pour la ponction lombaire où j'ai dit maintenant on ne met plus d'emblée la cyclovir, on ne met plus d'emblée l'amoxicilline, c'est que sur des points d'appel cliniques et sinon sur les résultats biologiques. Et donc du coup on a besoin très rapidement d'avoir les résultats biologiques. Donc c'est quelque chose qui peut fonctionner dans des hôpitaux où on a cette rapidité-là et cette fluidité-là comme ici, quoi. Donc au final, c'est une population très particulière avec des enfants qui évoluent avec des tableaux rapidement sévères. On a vu des taux de mortalité qui sont quand même assez élevés parce que ce sont des patients qui sont considérés comme étant relativement immunodéprimés. Faute de marqueurs, les infections néonatales bactériennes précoces, on est un peu obligé de se fier à la clinique. Donc c'est des enfants qui sont surveillés de manière rapprochée en maternité. Il y a un vrai enjeu d'épargne antibiotique chez les nourrissons du fait de l'établissement du microbiote, mais ça, vous le savez. Et comme la première cause d'infection néonatale bactérienne tardive sévère, c'est l'infection urinaire, et notamment à Escherichia coli, on fait des examens urinaires systématiques et on s'aide de ces algorithmes pour essayer de diminuer le plus possible les antibiothérapies. Voilà, j'espère que je vous ai apporté quelques éclaircissements sur ces patients particuliers. Et puis, si vous avez des questions, je suis à l'écoute.